toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette session 12 des rencontres économiques d'Aix. Logement, éviter que le toit nous tombe sur la tête. On va parler de ce qui devrait être notre refuge. Et pourtant, les loyers et prix sont inaccessibles pour les jeunes notamment. La pénurie sévit dans certaines villes. La construction connaît une crise sans précédent. Et puis, il y a aussi ces obligations créées par la rénovation énergétique qui sont encore plus d'actualité aujourd'hui avec la canicule que nous venons de vivre. Le logement concentre aujourd'hui à la fois une crise sociale, une crise écologique et une crise de la puissance publique. Alors, comment y faire face et que pouvons-nous mettre en place? Je vous présente nos invités. Anna Abrunosa. Bonjour, merci. Bonjour. Vous êtes maire de Coimbra, ancienne ministre de la cohésion territoriale au Portugal, confrontée très directement aux vulnérabilités urbaines et climatiques, notamment en zone inondable. Clément Ellery, représentant d'Airbnb au cœur des nouveaux usages du logement, du tourisme et de la location de courte durée. Emmanuel Grégoire, maire de Paris, qui gère au quotidien un territoire parmi les plus tendus de France. Bonjour. Erwan Dupuis, dirigeant d'Evoriel, acteur de terrain de l'immobilier, de la transformation et de la réversibilité des usages. On verra ça avec vous. Nicolas Joly, directeur général d'ICAD. Vous êtes promoteur et une foncière principalement de bureaux présents sur l'ensemble du territoire. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Notre grand témoin est l'économiste Alain Tranois, qui coordonne bien sûr cette session. Alain, en quelques minutes, dites-nous où on en est vraiment de la crise du logement en France, dans quel territoire se concentrent les pénuries, quels arbitrages se posent entre densité urbaine et contraintes écologiques, et quelle grande marge de manœuvre voyez-vous? Merci Gaëtane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, il y a un peu un paradoxe en France, c'est que suivant les sujets, on croit qu'on est les meilleurs du monde. Par exemple, on a souvent dit, oui, le système de santé français est le meilleur du monde, on nous l'envie. Et puis, sur d'autres sujets, on dit souvent, ah non, non, on est en dessous de tout. Il y a un peu une sorte de paradoxe d'en même temps d'avoir un complexe de supériorité et d'infériorité. Alors, il se trouve que pour le logement, on pourrait, si on regarde que la France en disant, c'est un énorme problème du logement et c'est un problème français. Mais non. C'est un problème européen et voire mondial. Et je dirais que la France est quand même mieux placée que d'autres pays, au moins sur deux plans. D'une part, pendant très longtemps, la France a beaucoup construit. Pendant beaucoup d'années, encore jusque vers les années 2019, la France construisait plus que la Grande-Bretagne et l'Allemagne réunies. Et d'autre part, la France n'a pas fait une bêtise qu'ont commis d'autres pays, en particulier l'Allemagne et la Grande-Bretagne, c'est qu'elle n'a pas liquidé son parc social. Donc on a le plus grand parc social d'Europe, ce qui est important en matière redistributive. Alors, ce n'est pas pour ça, évidemment, que tout va bien en France. Et je dirais qu'une explication de fond provient du fait que le prix du foncier, la valeur du sol urbain a énormément augmenté dans les 30 dernières années. Et ça, c'est un phénomène économique qui n'est pas français, qui est, même s'il est particulier à la France, ça vient du fait que la France s'est de nouveau enrichie après s'être appauvrie pendant la première moitié du XXe siècle. Donc la France s'est enrichie et elle a placé une grande partie de son épargne dans ce qu'on appelle l'immobilier, mais l'immobilier, c'est aussi du foncier. Et puis, il y a une autre, disons, un autre vecteur d'une crise. Et là, on pourra en discuter, est-ce que c'est conjoncturel ou c'est structurel? C'est que le parc privé, qui existe en complément du parc social pour loger les locataires, eh bien, on assiste à une certaine fuite des propriétaires bailleurs, et donc pour différentes raisons qu'on pourra analyser. Alors, et cette crise, elle touche très largement, comme tu l'as rappelé Gaëtane, les jeunes dans les zones denses. Parce qu'il y a aussi d'autres régions où il n'y a finalement aucun problème, parce que ces territoires sont aux prises avec une déprise démographique et économique. Alors,
Une des difficultés du secteur du logement, c'est évidemment que c'est un sujet assez technique et que le diable se cache souvent dans les détails. Une deuxième difficulté, c'est qu'il fait intervenir beaucoup d'acteurs. L'État, les collectivités locales, les banques, le secteur bancaire pour le financement. Il fait intervenir les promoteurs, il fait intervenir les propriétaires privés, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ne tirent pas forcément dans le même sens, d'une part parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts, et donc ça veut dire que mener une politique publique du logement, c'est de toute façon difficile. C'est difficile aussi parce qu'il y a quelquefois des conflits d'objectifs, comme tu me l'as rappelé. On peut voir uniquement le prix du logement à travers la politique environnementale. Par exemple, est-ce que c'est possible de densifier encore la ville comme une ville aussi dense que Paris et en même temps d'avoir des îlots de fraîcheur? Est-ce que c'est possible? Et donc, on voit bien qu'il y a des conflits qui sont difficiles à prioriser pour la politique publique. Il y a aussi une autre difficulté qui provient du fait que, quelquefois, eh bien, on confond objectifs et moyens. En économie, on distingue les objectifs et puis les moyens. Eh bien, les moyens, ils sont là pour conduire, pour arriver à un certain objectif. Et quelquefois, il semble que les préférences politiques sont aussi dirigées vers les moyens. Et je donnerai juste l'exemple du blocage des loyers ou de l'encadrement des loyers, comme on veut, qui n'est qu'un moyen pour atteindre un certain objectif. Alors, moi, je pense que si la table ronde peut être utile, c'est d'essayer de poser un petit peu un diagnostic en disant est-ce qu'on est dans une crise qui provient à la fois du marché et de la politique publique, c'est-à-dire souvent on entend dire qu'il peut y avoir une faillite du marché ou une faillite des politiques publiques. Est-ce que ça serait une faillite du couple puisqu'il faut bien s'accorder. Et donc il me semble que l'utilité de la table ronde, c'est peut-être de dessiner des lignes de force qui permettraient, disons, d'entrevoir en perspective eh bien, le fait que tout le monde tire dans le même sens. Merci beaucoup Alain. Anna Abrunosa, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a une crise du logement au Portugal? Est-ce que cette crise est limitée aux grandes villes comme Lisbonne, Porto, ou bien est-ce que ça touche tout le pays comme les villes intermédiaires comme la vôtre, Coimbra? I will speak in English, so I think... Je vais parler anglais. Bon, je pense que le problème du logement, c'est partout en fait. C'est en Europe, au Portugal et également dans des villes moyennes comme Coimbra. Et nous sommes confrontés à ce problème. En fait, on essaie de construire un logement abordable. On a fait des partenariats publics-privés et on utilise les propriétés foncières pour baisser les prix. Et on essaie de densifier nos villes également parce qu'on doit construire là où les infrastructures existent et de créer des villes où on assure des services, de la mobilité, etc. Et ceci nous force à avoir justement un logement plus abordable. Et on profite du soutien de nos gouvernements. On a 100% de soutien, sinon construit, un logement abordable. Mais ceci signifie aussi que ça doit être un logement de qualité, mais à plus faible prix. Très important, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Coimbra a l'une des universités les plus anciennes d'Europe. Et nous avons des milliers d'étudiants qui, en raison du prix du logement, ne peuvent pas rester. Et nous devrions construire un logement pour les jeunes couples, pour les jeunes et la classe moyenne. Collaboration au Portugal entre justement les pouvoirs publics, l'État, les municipalités et le secteur privé sur le logement, sur cette question du logement. Yes. Oui. Oui, la chaleur me fait confondre le français et l'anglais. Bon, au Portugal, nous avons différents modèles à notre disposition, légalement. Le logement relève de la compétence des municipalités, mais nous sommes soutenus par notre gouvernement, l'État central, je dirais. Et notre système, les lois sont très bonnes. Ce n'est pas de problème de législation ou de relation avec l'État. À Coimbra, j'ai un gros problème parce que
Coimbra est une ville qui a 2000 ans. Donc le centre-ville est très ancien et dans nombre d'endroits, j'ai des maisons qui sont vétustes, je dirais. Je discute avec les propriétaires. Je considère certains habitats comme abandonnés. J'utilise la loi pour forcer les ventes. Où les propriétaires ne voulaient pas vendre, mais la loi me permet de forcer la vente sur le marché public pour les immeubles vétustes ou abandonnés. Et ceci fait école finalement, parce que j'agis sur 2-3 immeubles et après ça les propriétaires qui entendent parler de cela, ils vont être plus disposés à vendre. Et ils se fous. Ils ne prennent aucun soin de leurs immeubles. Ils ne veulent pas vendre. Et à ce moment-là, écoutez, la municipalité doit agir et doit exiger des propriétaires soit de faire les réparations ou des aménagements. Ils ne le font pas. À ce moment-là, on récupère la maison, on la vend. Mais... Présent vers vous, Emmanuel Grégoire. À Paris, la pénurie est extrême, le foncier est rare. Vous devez arbitrer en permanence entre construire plus dense pour loger davantage et construire moins dense avec des exigences environnementales fortes. Je fais référence à un projet dans l'Est parisien, une friche industrielle où Paris a choisi de construire plus vert mais moins dense. Comment vous arbitrez concrètement entre justement le nombre de logements et la qualité écologique du bâti? Alors, d'abord, pour revenir sur quelques enjeux essentiels que vous avez évoqués et qui étaient dits en introduction. D'abord, il y a l'effet d'attractivité lié à un décalage des équilibres entre l'offre et la demande, et c'est valable ça partout dans le monde. Deuxième chose, évidemment, la disponibilité foncière et, comme on a eu l'occasion de le dire souvent, le fait qu'on passe d'un urbanisme de production à un urbanisme de transformation. La réalité, c'est que les friches à Paris, il n'y en a quasiment plus. Il y a quelques petits bouts de ZAC dans le nord de Paris, sur la porte de la Villette, sur Brunzeau. Mais on est dans un travail de couture pointilliste, de requalification. Alors, je ne sais pas de quelle friche vous évoquez dans le nord-est, mais je pense que c'est pas loin du canal, en l'occurrence. Je ne suis pas les promoteurs, parce que je les aime tous, mais c'est pas le lieu. Il faut retrouver toutes les infos sur paris.fr. C'est un très bel exemple dont nous avons essayé de dénouer la tension apparente. La tension apparente, c'est que si vous faites de l'arbitrage au cas par cas, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que dans le normatif urbain, il y a les règles que vous fixez. Nous, on les a revues à l'occasion du plan local d'urbanisme bioclimatique, mais il y a aussi l'acceptabilité. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans l'enjeu sur la densification, moi, je suis un défenseur de la densification parce que contrairement à ce qu'on raconte partout, la densification, c'est la vertu environnementale incarnée. Et que plus on densifie la ville, plus on réduit l'empreinte, sauf à faire disparaître par magie les gens. Quand ils ne sont pas les uns à côté des autres, ils sont un peu éloignés des autres. Ça s'appelle l'étalon urbain. Et des études sont toutes convergentes pour démontrer que l'empreinte environnementale globale. Après, il faut veiller à l'acceptabilité en proximité et aux effets pervers de la densification et de ne pas arriver à une surdensification qui crée des effets contre-productifs. Ces règles, on les a fixées dans le plan local d'urbanisme bioclimatique, dans lequel s'articule et le besoin d'augmenter l'offre de logement et les enjeux environnementaux. Mais j'en rajoute un troisième à Paris, parce qu'il est très pesant, c'est la question patrimoniale et du respect patrimonial, dans lequel je mettrai à l'intérieur des enjeux environnementaux également, non pas seulement celui de la densité, mais aussi celui de la performance énergétique du bâti, dans un bâti très ancien qui va nécessiter de très lourds investissements de mise à niveau. Cette ligne de crête, je crois qu'on l'a trouvée. Je le redis tout le temps, Paris prend sa part et prendra sa part dans une très légère tentation de redresser le déséquilibre offre-demande. Mais on n'a plus de place. On n'a plus de place. Nous pouvons densifier. Il y a des règles de préservation des cœurs d'îlots, au gré d'arguments environnementaux que je ne vais pas développer ici, ils sont un peu techniques, mais les familiers de la salle, j'en reconnais beaucoup, connaissent ça par cœur. La protection des cœurs d'îlots, la question des circulations d'air, la question des protections
de la pleine terre et du développement de la pleine terre. On a d'ailleurs un programme de 300 hectares de développement en pleine terre qui passera aussi par la désimperméabilisation des espaces privés. Mais il ne faut surtout pas, pour moi, mettre en tension la question de la densification et la question environnementale. Parce que la compacité de la ville est un enjeu majeur pour limiter son empreinte environnementale. Et le modèle parisien, il a des vertus ontologiques, historiques, que nous devons autant à Haussmann et à nos prédécesseurs qu'aux politiques que nous menons actuellement, sur la sobriété de l'empreinte de chaque individu, parce qu'on a un modèle d'allocation qui est assez optimal. Et je le redis dans un message que j'adresse d'ailleurs aux acteurs de l'immobilier, ils m'ont déjà entendu dire ça. Quand des gens font le procès des maires en les accusant d'être des maires bétonneurs, vous voyez de qui je parle à Paris, oui. Mais sans doute, vous le voyez dans d'autres villes. C'est la plus grande insulte faite à la science, et en l'occurrence aux enjeux environnementaux, et c'est ce que j'appelle la convergence du conservatisme social et du conservatisme environnemental, qui fait que si vous mettez ces gens dans la même pièce, plus rien ne bouge, et c'est la régression assurée pour tout le monde. Et donc il faut se battre pour renouer avec la mythologie des maires bâtisseurs. Pendant des dizaines d'années, un maire qui construisait, c'était bien, on appelait ça les maires bâtisseurs, et le récit national en faisait l'éloge. Aujourd'hui, on se laisse enfermer dans le récit des maires bétonneurs qui, je le redis, sur le plan scientifique, sur le plan sociétal et sur le plan environnemental, est une hérésie au regard de l'histoire et des enjeux du logement que vous venez de souligner. Merci, monsieur le maire. Clément Ellery, pour Airbnb. Dans les grandes villes tendues, une part croissante du parc bascule en occupation occasionnelle, résidence secondaire, location touristique, logements vacants. À Paris, on serait passé, selon Alain Tramois, de 10% à près de 20% de logements non occupés à l'année. Airbnb est au cœur de ces usages. Comment voyez-vous votre responsabilité dans cette situation ? Êtes-vous un amplificateur de tension sur l'offre ou bien un outil aussi de revenus pour des ménages qui sont eux-mêmes étranglés par le coût du logement ? Je pense que déjà, nous sommes un amplificateur d'offres d'accueil touristique ou pour les travailleurs. Et 50% des Français ont déjà voyagé sur Airbnb. Et il y a un Airbnb dans 29 000 communes en France, ce qui permet un accueil touristique amplifié. Vous citiez l'amplificateur de revenus, vous avez raison. C'est intéressant, il y a une étude très récente qui est allée voir les 800 000 hôtes, ou certains d'entre eux, pour expliquer ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Donc il y a Joël qui loue quelques chambres dans sa maison, qui ont été libérés par ses enfants qui ont quitté la maison. Il y a Hubert à Lyon qui a gardé sa résidence principale à un moment dur grâce à la location de tourisme. Il y a Lamine qui, en Seine-Saint-Denis, a commencé par louer sa chambre. Maintenant, en fait, il a lancé une activité de conciergerie. Et puis, il y a Antoine qui a acheté 5 biens, 6 biens, 7 biens et les met en location durée. C'est un spectre très large de situations, mais il y a un point commun que Jean-Laurent Cassy, qui a fait cette étude, a bien mis au jour. C'est que c'est la France des classes moyennes qui considère, il l'a entendu plein de fois, que le travail ne paye plus assez. Je pense que c'est le sujet, c'est qu'en fait, il y a un complément de pouvoir d'achat absolument nécessaire pour ou payer les charges, ou engager des travaux, ou partir en vacances. On parle de 4 300 € bruts par an, c'est le revenu médian des hôtes en France. Voilà. Et donc en fait, c'est comment la location de tourisme est non seulement un amplificateur d'offres touristiques, mais aussi de revenus. Après, j'ai bien noté que la location de tourisme est aussi au cœur de questions. Je pense qu'il est important de remettre un peu de réalité aussi dans les sujets. 9 logements sur 10, en fait 92% des hébergements sur Airbnb sont loués occasionnellement. C'est votre résidence principale, votre maison de famille que vous louez de temps en temps. Pas d'impact sur le logement, plutôt un impact positif, économique, sur le pouvoir d'achat, la capacité d'accueil touristique, les commerces qui en bénéficient, la taxe de séjour et j'en passe. Après, il y a évidemment un sujet, en particulier dans les grandes villes. Dans certains quartiers de grandes villes. Le Marais, le centre-ville historique d'Annecy, ils n'ont pas attendu la location touristique pour être attractifs. Évidemment, il y a un sujet d'assurer l'équilibre entre l'offre de logement, l'offre d'accueil touristique, avec les impacts économiques. Et si je mets, il faut aussi comprendre la complexité, on l'a dit, l'ensemble de ces leviers pour les élus locaux, de prendre les mesures. Et jusqu'où êtes-vous prêt justement à aller pour renforcer l'offre de logement ? Mon point, et monsieur le maire le sait, comme les maires avec lesquels nous travaillons au quotidien, mon point est que
sur ces quartiers en tension particulière. Il faut cibler et donner envie aux investisseurs locatifs de faire de la longue durée plutôt que de la courte durée. La location occasionnelle, profitons-en. La location de courte durée répétée sur ces 8% de biens, c'est 80 000 en France. On ne va pas résoudre la crise du logement en France en faisant ça. Cependant, on a intérêt à ce que ces logements soient loués en longue durée. Donc oui, incitons-les. On peut aussi mettre des quotas dans ces quartiers. Voilà. Le sujet, c'est cibler, proportionner les actions dans ces quartiers sur les investissements locatifs pour donner envie de faire de la longue durée. Merci. Nicolas Joly, pour ICAD. À l'heure où le foncier se fait plus rare et plus cher, quelles sont les solutions des promoteurs justement pour proposer des logements dans les zones tendues? Alors vous parlez souvent des entrées de ville ou encore des friches industrielles. Monsieur le maire de Paris expliquait qu'à Paris, il n'y a plus de friches. Donc comment on fait? Alors effectivement, pour reposer le constat que donnait Alain Tranois, on est quand même à un moment unique où on n'a jamais aussi peu produit et eu autant de demandes. On a produit 270 000 logements sur l'ensemble du territoire en 2025, c'est un plus bas depuis 20 ans, et on a plus de 2,8 millions de personnes qui attendent des logements sociaux. Donc on a cette double crise offre-demande à adresser à court terme. Pour nous, opérateurs du secteur, je fais juste une aparté, c'est-à-dire qu'on a une crise sociale qui est celle du logement, qui est celle du pouvoir d'achat, effectivement, pour les jeunes, etc. On a aussi une crise fondamentale du secteur. Je me permets d'en parler avec ma casquette d'opérateur promoteur. L'industrie de la ville, c'est plus de 10% de la richesse nationale, plus de 10% du PIB. Perdu 1 point en 1 an. On a détruit 17 000 emplois en 2025. Donc on a ce sujet à adresser. Comment on réagit? On a ce sujet court terme, se dire comment on vient stimuler l'offre, la production, et la question des gisements qu'on peut travailler est effectivement une première question, et comment en parallèle on peut accompagner la demande. Sur la question des gisements, je pense que c'était le point qui était fait. Il est fondamental dans notre industrie qui doit se réinventer, au sens où on doit être dans une industrie de la transformation. On n'est plus dans une industrie de la production du neuf en tant que tel, mais si on se projette à 2050, 80% de la ville, elle est déjà là. Donc pour nous, c'est des compétences nouvelles, c'est des équations nouvelles, c'est des équilibres nouveaux qu'il faut travailler. La bonne nouvelle, si je puis dire, nous on travaille sur l'ensemble du territoire national, y compris ultramarin, c'est que les gisements sont là pour être transformés. Vous avez, là je vais prendre ma casquette de président de l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise en Ile-de-France. Vous avez des 6 millions de mètres carrés bureaux qui sont vacants, on y reviendra, qu'on peut transformer. On a les entrées de ville commerciales où on a mené un travail de cartographie, parce qu'il faut donner les chiffres. On a identifié plus de 80 000 hectares à l'échelle du territoire français. Si on pousse théoriquement tous les scénarios, on pourrait créer Paris intramuros, 1,6 million de logements. Donc ça, il faut le faire, mais c'est une industrie qui est différente. Et il faut le faire, et à mon avis, c'est notre plus gros enjeu pour rebondir aussi sur les propos introductifs, en étant capable de lever un peu la tête et de se dire comment on embarque dans cette transformation les enjeux fondamentaux de long terme qui sont devant nous, démographiques, environnementaux, usages. Et c'est là que cette crise, pour moi, elle n'est pas passagère. Ce n'est pas un choc qu'il faut encaisser en faisant le dos rond. C'est quelque chose qui est profondément transformationnel. Et ça se considère aussi à l'échelle du territoire, quand on est un acteur national comme nous, parce qu'on va avoir des mouvements démographiques qui vont être le fait de l'évolution de l'environnement, qui vont être le fait de la pyramide des âges, qui vont être le fait de la réindustrialisation des territoires. Et ça, il faut qu'on soit capable de l'embarquer main dans la main avec les élus. Et là, on a une opportunité unique, parce qu'on a une fenêtre de 7 ans qui s'ouvre devant nous, avec ces nouveaux mandats, un embouteillage politique vraisemblablement en 2032 qui nous permettra de travailler sur une échelle unique. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le traiter. Travailler ensemble. Erwan Dupuis pour Evoriel. Vous voyez la chaîne très concrète de la production de logements. Dans les zones tendues, comment se traduit justement ce dilemme densité-écologie? Est-ce qu'on vous demande des projets techniquement et financièrement tenables ou est-ce qu'on empile les contraintes irréconciliables? Je ne sais pas si c'est un vrai débat d'opposer l'écologie et le logement. Quand j'écoutais Monsieur le maire tout à l'heure, je me disais, mais finalement, vous et nous, on a le même métier, c'est de loger les Français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'il y a cette crise sociale, une crise sociale profonde, silencieuse du secteur tertiaire, mais qui impacte la natalité, qui impacte la mobilité professionnelle dans tout le pays. Et finalement, cette crise sociale, elle se traduit par une tension locative extrêmement forte, et surtout dans les grandes agglomérations.
Je regardais hier dans nos réseaux d'administration de biens, donc les agences immobilières, l'AMI Auralia qu'on a sur Paris, eh bien hier on avait 102 logements disponibles à la location sur toute la ville de Paris. C'est dire et à Aix on en a 67. Donc c'est pour vous dire la disproportion, et ça traduit cette pénurie. Tous les logements étudiants qu'on a en France ont déjà été pris d'assaut mi-juin. C'est des petits détails, mais qui confirment bien cette pénurie de logements et cette crise. Cette crise, elle résulte d'abord d'une augmentation du besoin de logement, avec la pression démographique et sociale, d'abord de la décohabitation, et puis aussi de l'occupation prolongée des seniors de leur logement. Donc ça vient augmenter le besoin. Mais en face, parlons-en, il y a un vrai recul de la production, un vrai recul de l'offre. Tu le disais très bien, on sait que le logement neuf a été divisé par 2, et c'est très significatif. Nous, on le voit dans nos chiffres aussi. Et je ne voudrais pas qu'on oppose ce recul de l'offre avec le besoin environnemental, parce qu'en fait, 99% du parc, c'est de l'ancien. Donc le vrai sujet écologique, c'est sur justement l'existant. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'opposer le fait que malheureusement, il y a moins de neuf, il faut relancer cette filière qui, disons-le, est à l'arrêt parce qu'on a arrêté les programmes de défiscalisation. Donc il y a un sujet là, mais on n'a pas besoin de l'opposer au fait que l'enjeu environnemental, il est sur 99% du parc. Et là, les copropriétés aujourd'hui ont besoin d'aide parce que les schémas de vote de majorité en Assemblée générale de copro sont pas très favorables pour faire passer des grands projets. Le financement des copropriétés, c'est quelque chose qu'on peut largement simplifier. Et puis les schémas d'aide, si on a vraiment envie de mettre les bouchées doubles parce qu'il y a un grand besoin, il faut peut-être les relancer. Mais est-ce qu'on peut inciter les propriétaires dont vous parlez justement à remettre sur le marché ces logements qui sont vacants? Est-ce que le droit des locataires, finalement, eh bien, il ne décourage pas certains propriétaires de louer leur logement? Mais j'aimerais bien qu'on parle de ces propriétaires bailleurs, parce que souvent, quand je vois des articles, on a tendance à tracer un profil de multipropriétaire avec des fortunes improductives, etc. Le propriétaire bailleur aujourd'hui en France, c'est quelqu'un qui a choisi de mettre son épargne au travail pour loger les Français. C'est quelqu'un qui s'est endetté sur 25 ans à hauteur de 150 000 euros pour pratiquer un loyer de 600 à 700 euros hors charge. Donc en fait, on devrait remercier ces propriétaires de prendre ces risques d'impayés. Le risque d'encadrement du loyer, le risque d'un permis de louer, le risque de devoir faire une rénovation énergétique onéreuse. Ils vont aller chercher toutes ces obligations, ils vont affronter toutes ces difficultés pour finalement bénéficier de 3 000 ou 4 000 euros d'avantages fiscaux par an. Alors qu'on sait qu'il y a des produits financiers qui sont au moins aussi avantageux aujourd'hui. Donc on a besoin d'eux. Ils représentent 96% du parc privé aujourd'hui. Ce petit bailleur qui fait sa part du colibri dans la crise du logement, aujourd'hui on l'asphyxie avec toutes ces mesures. Donc je pense que l'encadrement du loyer, c'est instable, ça fait peur, ça rebute précisément l'investisseur diffus dont on a besoin. Le permis de louer, on ne va même pas en parler. Et il y a un certain nombre de règles comme ça. Je pense que le statut du bailleur privé, qui est le cadre légal qui a été posé pour permettre justement cet investissement, il est aujourd'hui pas suffisamment percutant. Il ne donne pas la visibilité et la confiance dont on a besoin pour attirer des nouveaux bailleurs privés et résoudre cette crise. Merci beaucoup. Alain, je me tourne vers vous. On va parler maintenant du parc existant. Dans votre note, vous insistez sur 2 réservoirs potentiels: l'occupation occasionnelle, résidence secondaire, logement vacant, et la réversibilité des bureaux en logement, même si aujourd'hui ça coûte plus cher que construire. Pouvez-vous préciser l'ordre de grandeur de ces réserves de logement dans les zones tendues, Alain? Oui, donc je vais prendre l'exemple de Paris. Oui. Voilà. Et je comparais d'ailleurs à Marseille, si vous permettez, j'habite Marseille. Donc ce n'est pas du tout pour comparer quel a été le bilan des actions municipales. C'est le recensement de l'INSEE qui vient de sortir très récemment, de 2023. Donc il y avait cette tendance lourde qui disait qu'à Paris, il y avait à peu près 10% de logements vacants et de résidences secondaires en 68. Maintenant, on est à 20%. Quand on regarde entre 2017 et 2023, 7 ans, eh bien, on voit qu'il y a eu effectivement plus de logements à Paris. Il y a grosso modo plus d'1 400 000. Il y a eu plus de logements, donc à peu près 20 000. Mais en résidence principale, il y a eu moins 16 000. Et donc, il y a eu en fait une augmentation des logements vacants
et une augmentation des résidences secondaires. Donc c'est effectivement un bilan qui, du point de vue de la politique du logement, ne peut pas être considéré comme totalement satisfaisant. Et c'est une évolution récente qui prolonge une tendance lourde. Alors, Paris est un marché spécifique. Marseille, c'est la deuxième grande ville, deuxième municipalité de France. Les mêmes chiffres, il y a eu une augmentation du nombre de logements, un peu comme à Paris. Il n'y a eu qu'une augmentation de 3 000 pour les résidences secondaires et aucune augmentation des logements vacants. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il y a une gestion qui est meilleure que l'autre. Les conditions de marché sont différentes, l'offre est différente, la demande est différente. Mais c'est pour vous dire qu'à mon avis, il y a un véritable sujet. Et le deuxième sujet, c'est effectivement, et là qui est spécifique à l'Île-de-France, c'est qu'il y a 6 millions de mètres carrés de planchers qui sont non occupés. Et qui sont de bureaux et qui sont considérés en grande partie comme quelque part obsolètes parce qu'il y a eu une évolution de la demande de bureaux d'affaires. Et donc, je voudrais juste rapporter ces 6 millions, qu'est-ce que ça représente en logement? La taille d'un logement dans le secteur privé, c'est 63 mètres carrés. La taille d'un logement dans le secteur social, c'est 66 mètres carrés. Donc, on voit qu'on peut faire une division très facile. Et ça veut dire qu'on pourrait créer, si on est arrivé à transformer, en Île-de-France, 100 000 logements supplémentaires. Alors, énorme. À quel coût? Le coût, c'est 1 500 € le mètre carré. Donc, ça fait, pour 66 mètres carrés, ça fait grosso modo, il faut mettre 100 000 € sur la table. Si jamais on a pu acheter ces mètres carrés de bureaux à des prix cassés et qu'on les loue dans le secteur social, par exemple, à 600 € par mois, c'est 9 € du mètre carré, c'est exactement le prix moyen dans le secteur social, on arrive à un taux de rendement par rapport aux 100 000 qu'on a dû débourser de 7%. Donc, ça veut dire que si on arrive à acheter à prix cassé ces actifs qui ne valent plus rien, grosso modo, eh bien, il y a une voie de sortie. Monsieur le maire de Paris, je me tourne vers vous. Ce chiffre incroyable. Donnez-moi vos bureaux qui ne valent plus rien. Alors d'abord, avant cela, je voudrais vraiment qu'on revienne sur les logements vacants dont parle Alain tout de suite. On est passé de 10 à 20% en quelques décennies. Ça veut dire qu'on a un réservoir qui est théorique. Concrètement, comment la ville peut-elle remettre ces logements sur le marché? Alors, c'est difficile, mais c'est absolument prioritaire. On a évoqué le décalage entre l'offre et la demande, mais le phénomène, et le plus grave et peut-être le plus frustrant, c'est la contraction du stock. La contraction du stock, elle est problématique pour deux raisons. La première, c'est qu'elle concourt au déséquilibre entre l'offre et la demande en l'aggravant. Mais la deuxième surtout, c'est que la contraction est principalement portée par le secteur locatif privé. Et on va faire court. Si il y a une crise du logement locatif, c'est parce qu'il n'est pas rentable et parce que personne ne veut mettre son argent dessus. Et le secteur est très malin dans sa diversité pour aller chercher toutes les raisons de trouver des produits immobiliers plus rentables et dans des ordres décroissants et dans des moments qui peuvent changer en fonction des effets de mode. Le premier, c'est le meublé touristique, on en a parlé. Je le redis, mais on se connaît bien. D'abord, je n'ai pas d'ostracisme pour Airbnb. Les commodités des campagnes font que vous avez mangé cher, mais parce que ça incarne quelque chose. Ça incarne, et il le sait, on en a déjà parlé ensemble. Moi, j'ai rien contre Airbnb, rien du tout contre les meublés touristiques. D'ailleurs, ce n'est pas une exclusive de plateforme. Que tous les Parisiens et que tous les gens de l'univers louent leur appartement 2-3 mois par an quand ils vont en vacances, ça ne pose aucun problème à personne, ça ne crée aucune distorsion de marché et c'est du beurre dans les épinards et de l'économie des communs et j'adore ça. Le problème est évidemment celui des professionnels. C'est un produit qui est tellement rentable par rapport à du locatif traditionnel que pendant des années, tout l'investissement privé a été principalement orienté vers cela. Il a fallu trouver des verrous avec une petite nuance quand même qui est une situation parisienne, mais l'image du petit investisseur individuel qui a fait de l'épargne et la sueur de son front, ce n'est pas la réalité du marché parisien. À Paris, la moitié des biens... Il y en a quelques-uns quand même. Non, pardon, mais bien sûr qu'il y en a quelques-uns, mais on ne disserte pas sur l'exception. Nous analysons l'essentiel. À Paris, la moitié des propriétés sont le fait de multipropriétaires de plus de 5 biens. On est très loin de l'image d'Épinal. Et là aussi, pour des raisons financières, c'est l'un des meilleurs produits de placement du monde. Parce que, et ce n'est pas lié à son rendement locatif, c'est lié à l'évolution des prix au mètre carré. À Paris, que votre bien, que vous le louiez ou pas, compte tenu de la fragilité du rendement locatif, et deuxièmement,
Des risques inhérents, vous les avez évoqués, encadrement des loyers, les congés, les impayés, tout ça est très chiant, rapporte pas grand-chose. Donc c'est plus intéressant de mettre personne dedans. Parce que en fait, ce qui vous intéresse, Spécifiquement, alors vous faites quoi ce qui pour vous mettre intéresse, ces logements alors vacants d'abord sur il y a le des marché? outils normatifs. C'est le principe de la norme, c'est le principe de la loi, c'est de créer des garde-fous pour éviter les effets pervers. Quels sont ceux qu'on observe? Et sans ostracisme de ma part, et le jour où on arrivera, il faudra à rendre le logement locatif plus intéressant financièrement que les alternatives, y compris frauduleuses, qu'on observe, eh bien, les investisseurs reviendront vers cela. Ça veut dire surfiscaliser certains trucs, sous-fiscaliser ou intéresser fiscalement le logement locatif. Mais le meublé touristique crée un professionnel, je ne parle pas de l'occasionnel. Le professionnel reste à un très haut niveau. Comme vous le disiez très justement, on a à peu près 25% du parc immobilier parisien d'habitation qui est détourné vers de la vacance. Alors c'est de la vacance au sens très dur. Et déjà le fait qu'il y ait un tel flou sur la connaissance du parc est un problème. Bercy n'est pas d'accord avec ses propres services, puisqu'ils n'ont pas les mêmes chiffres. Pour vous donner une idée de l'absurdité, on a aujourd'hui une explosion des résidences secondaires, de la vacance de logement et des meublés touristiques. Et en même temps, pour des raisons d'optimisation fiscale, une autre direction de Bercy me dit qu'il y a une explosion des résidences principales. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'optimisation de domiciliation, notamment pour contourner les règlements des intercommunalités qui régulaient les meublés touristiques, qui n'autorisaient pas à louer dans certaines zones, et on a observé ça. Donc déjà, l'État n'y comprend rien, et nous, on a du mal à trouver, parce qu'on n'a pas accès aux données fiscales détaillées. Comment on fait pour lutter contre la contraction du stock de logements? Ce qui est un moyen de concourir à l'offre. La première, c'est de réguler les meublés touristiques. Nous avons bien avancé collectivement, et je dis que des plateformes touristiques ont aidé aussi à une meilleure connaissance, notamment des pratiques frauduleuses, c'est-à-dire des gens qui font croire qu'ils louent dans la limite des 90 jours ou avant des 120 jours. En fait, ils font plus. Deuxièmement, c'est de réguler les résidences secondaires, qui est un phénomène qui est en train de s'aggraver et qu'une certaine manière, la rançon de la gloire, c'est qu'en ce moment, tout le monde veut son petit pied-à-terre à Paris, etc. Mais quand vous regardez les rapports détaillés, le dernier de la Pure date un peu, mais il est quand même éclairant. Moi, j'avais une vision des résidences secondaires. C'est que, grosso modo, c'est les Américains, les Allemands, les Russes, les Chinois qui voulaient leurs 2-3 pièces à Paris. Non, la moitié des résidences secondaires fiscales sont de propriété de franciliens. Ils ont gardé des petits biens et qu'ils ne veulent pas le remettre sur le marché parce qu'ils n'en ont pas besoin financièrement. Ils ont souvent fini d'amortir l'investissement. Ils ont l'usage où ils imaginent un usage demain pour un proche, leurs enfants, leurs petits-enfants. Il n'y a plus aucune liquidité sur ce marché immobilier parisien. Ça se traduit par des chiffres catastrophiques de stock de location. Et ceux dans la salle qui ont eu l'occasion de chercher à louer, ce qui arrive à toutes les classes sociales parisiennes. Parce que dans l'un des phénomènes des cohabitations, le plus spectaculaire, c'est que des gens qui gagnent très bien leur vie, en se séparant, se retrouvent confrontés à une situation qui, même quand on gagne très bien sa vie, on ne peut pas trouver de logement à louer à Paris. Parce qu'il faut 14 cautions, 12 000 tests sanguins et 14 banques qui valident. Ça, je veux vraiment insister sur la très grande transversalité de la crise sociale qu'induit la crise du logement. Depuis les classes populaires jusqu'aux sans domicile fixe, jusqu'aux classes moyennes supérieures qui vivent dans un déclassement ou un sentiment de déclassement insupportable. Le fait de bien gagner sa vie, etc. Et qu'au gré des aléas de la vie, il y a ceux qui sont heureux, c'est la naissance, etc. Et il y a les moments plus malheureux. Et je finis enfin sur un point pour mesurer l'ampleur du phénomène. Et grosso modo, il faudrait que l'État mette les bouchées doubles réglementaires, fiscales et investissements publics pour le corriger. Et on sait faire techniquement. On sait faire. Quand on prend les 3 facteurs démographiques que vous évoquez, allongement de la durée de vie, baisse de la natalité et la décohabitation, à Paris, pour stabiliser la population compte tenu de ces facteurs, il faudrait que je produise 8000 logements supplémentaires, juste pour amortir ces 3 facteurs. Ça permettrait juste de stabiliser la population. Et donc, il faut absolument engager un choc d'offres à l'échelle de Paris, mais à l'échelle du Grand Paris et de toutes les grandes zones urbaines denses, là où il y a de la demande, parce que c'est là qu'il y a les emplois. Deuxièmement, il faut moderniser les outils normatifs de régulation. Et la loi n'est pas le bon, parce que la loi, entre le moment où on analyse, on décide, on vote et on promulgue, il s'est passé 8 à 10 ans, autant vous dire que les cycles d'investissement. Enfin, lutter contre la fraude avec la plus grande fermeté et la malignité ou
on va dire, l'inventivité est infinie. Je menais des batailles contre le meublé touristique, on en a parlé, illégaux, hein, je parle bien. Deuxièmement, contre les baux civils. Mais la honte, pardon de le dire si dans la salle il y a des gens qui font ça, mais la honte. Et donc on va aller chasser ça. Et donc, moi je ne veux pas reprocher aux investisseurs privés d'aller faire de l'argent, mais ne reprochez pas au pouvoir public d'aller faire leur boulot, c'est-à-dire de réguler les excès de marché au profit de l'intérêt général. Merci, monsieur le maire. Clément Hullery. Comment on rééquilibre le logement occasionnel et le logement à l'année? Comment on trouve cette... Ça dépend du bien, ça dépend du quartier. On a parlé des résidences principales. On a tous intérêt à ce que la location occasionnelle soit permise et qu'on ne limite pas cette activité. Il peut y avoir une question sur les résidences secondaires selon les endroits, les pieds-à-terre. Après, vous parliez de l'augmentation de 10 à 20% des logements sous-occupés. Quand je regarde combien il y en a sur Airbnb, je suis clair sur le fait que ce n'est pas Airbnb ou la location de tourisme qui fait la plus grande partie de cette augmentation. On en revient au est-ce que c'est rentable de louer en longue durée? Bon. Et puis après, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des quartiers dans lesquels il y a une tension particulière, sur les investissements locatifs de courte durée, il faut inciter à la longue durée et potentiellement limiter, d'où la mise en place de quotas ciblés, proportionnés. Pourquoi ça? Pour évidemment l'équilibre entre la location occasionnelle et le logement des locaux, pour permettre quand même de continuer à garder l'attractivité touristique et avoir les bénéfices dans les commerces. Et je remarque, d'ailleurs, au passage, les locations de tourisme en France, c'est 1 point de PIB, 43 milliards d'euros d'impact positif dans les commerces locaux, et c'est 360 000 emplois soutenus ou créés. Donc c'est pas rien. Bon. Et au-delà de ça, il faut du coup continuer à favoriser cette location occasionnelle et prendre ces mesures-là. La location occasionnelle est un pouvoir de transformation, de pouvoir d'achat, de transformation, de rénovation des logements. Et en effet, l'investissement locatif doit être favorisé en longue durée via les bonnes mesures. Mais il y a cet exemple à Nice dont vous m'avez parlé, où la municipalité a mis en place une cohabitation, finalement, de cette location occasionnelle et de la location sur l'année. Oui, donc ça fait partie de la boîte à outils que les élus locaux ont à leur main, très large. Les quotas en font partie. Il y a cette mesure-là. Quel est le point de départ? En fait, on remarque tous une flexibilisation des usages des hébergements. Les travailleurs en mobilité, les travailleurs sur les chantiers, les étudiants qui vont en alternance, les couples qui divorcent et les familles recomposées, etc. Ça crée quoi? Ça ajoute à ça, évidemment, les évolutions démographiques où les foyers se réduisent en nombre, la population vieillit, les logements, en gros, la structure des logements n'est plus adaptée aux usages. Une des façons de faire, qui pourrait être une idée, me semble-t-il, que la ville de Nice de la précédente mandature ou la communauté d'agglomération du Pays Basque a mis en place, c'est ce qu'ils appellent le bail mixte. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet de favoriser le logement des étudiants, qui est un sujet qui a été évoqué plusieurs fois autour de la table, parce qu'il est évidemment central. Qu'est-ce qu'il faut faire? Permettre aux étudiants de pouvoir louer à moyen modéré et de garder le logement tout au long de la scolarité quand ils sont sur place. Sauf que, par exemple, certains d'entre eux peuvent accepter de libérer le logement pendant 3 mois contre un loyer modéré pour aller chez leurs parents, pour aller en stage, etc. ailleurs. Et donc le bail mixte est une possibilité de flexibilisation, en tout cas d'adaptation des usages à ces usages d'hébergement et de permettre de résoudre une partie, ou en tout cas d'avancer vers plus de logements pour les étudiants. Merci beaucoup. Nicolas Joly, transformer des bureaux en logements dans les grandes métropoles, on l'a vu, c'est une solution. Elle coûte plus cher, mais elle est aussi moins consommatrice en carbone. Et ça, c'est un point important sur lequel il faut insister. Est-ce que c'est possible d'aller plus vite et qu'est-ce qui freine encore cette transformation au-delà du coût? Alors, effectivement, c'est tentant. On se dit on a 6 millions de mètres carrés, parce que le gros sujet, il est en Île-de-France. 6 millions de mètres carrés disponibles. On a trop de bureaux, on n'a pas assez de logements. Donc, c'est extrêmement tentant. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est industrialisable aujourd'hui? Pas encore. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs freins. Le premier, il est financier. Il est financier à 2 niveaux. Le coût de construction, qui est plus élevé. Nous, on a transformé une tour
de bureaux à Lyon, l'ex-siège de Framatome, en une centaine de logements sociaux, intermédiaires et libres, ça vous a coûté 30% de plus que démolir et reconstruire. Mais il y a la question du prix d'entrée. Parce qu'effectivement, on a ces 6 millions de mètres carrés vacants, mais tous les bureaux ne valent pas rien aujourd'hui, et ça reste une équation compliquée. 2, on a un sujet technique. Technique, au-delà du coût, c'est la conception même de votre bâtiment. On s'est ultra spécialisé d'année en année avec des bâtiments toujours plus performants, mais des bâtiments toujours plus monovalents pour un usage, le bureau. Donc vous avez des trams, etc. Ce n'est pas nécessairement immédiatement adapté. Donc ce n'est même pas une question de coût, c'est une question d'espace commun. Et le troisième frein, quelque part, il est politique, parce que par endroit, vous avez des sujets, c'est que si vous transformez du bureau, vous avez une taxe bureau qu'on peut payer sur des bureaux vacants. J'en ai avec ma casquette de foncière, dans des endroits où, pour le coup, les bureaux valent pas ou peu. Mais si ensuite, vous devez créer du logement, vous n'avez pas de taxe d'habitation, vous devez investir, quand vous avez un sujet à l'échelle du quartier, dans des équipements publics qui ne sont pas nécessairement présents. Et vous avez, ce que vous soulignez aussi, la question de l'acceptabilité sociale. Il faut pas se leurrer, hein, la densité est une solution. Et clairement, je pense qu'il y a un consensus autour du fait qu'il ne faut pas opposer densité et la vertu environnementale, loin s'en faut. Mais tout ça rend le sujet compliqué. Alors, une fois que je vous ai annoncé tous les freins, je vais quand même vous rassurer sur le fait que c'est possible. Ce que je vous ai dit, je vous citais Lyon, je vous citais Bordeaux, on l'a fait également, donc c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est de l'artisanat, si je puis dire. On n'est pas encore dans un modèle manufacturé, déployable à l'échelle de l'immeuble. Et en Ile-de-France, il y a, à mon avis, un sujet qui est celui de l'échelle. Parce que dans cet enjeu de spécialisation, on a construit des quartiers monovalents tertiaires. Et en fait, le sujet, ce n'est pas transformer un immeuble, c'est comment je réfléchis à l'échelle de mon quartier pour réinventer le quartier. Et ça, c'est compliqué, parce que vous avez des bailleurs qui sont séparés. Donc il faut arriver à avoir une vision à l'échelle du territoire, main dans la main avec les élus. Et dans cette vision-là, vous embarquez les enjeux environnementaux, parce que, pour vous donner l'exemple, nous on a un parc des Portes de Paris au nord, on s'occupe de 50 hectares. 50 hectares, on est capable justement, on a jeté des permis bureaux qu'on a transformés en logements. J'ai une opération qu'on vend en bail réel solidaire là, qui fonctionne, et ça nous permet d'intégrer des enjeux écologiques. On a créé une forêt urbaine d'1,5 hectare. Si vous êtes promoteur, que vous avez une parcelle d'1,5 hectare, avec toute la bonne volonté du monde, vous ne commencez pas par faire une forêt urbaine. Donc c'est ça l'enjeu, c'est travailler à l'échelle avec les élus. Erwan Dupuis, alors cette réversibilité, c'est un slogan ou c'est une vraie piste? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le bureau. Je voulais revenir sur les velléités réglementaires de monsieur le maire. Parce qu'en fait, quand on se dit je vais réglementer, je vais réguler les loyers, je vais les encadrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a beaucoup de propriétaires qui basculent vers le bail code civil. Après, on dit non mais je vais sortir de la location le F et le G. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne sortent pas du marché, on ne les a pas détruits, ces appartements. Ils sont juste passés dans le marché des intermédiaires. Donc on a l'illusion de penser qu'on maîtrise le marché avec beaucoup de réglementation. Et en fait, on est juste en train de faire fuir le diffus, le propriétaire. Et je suis désolé, mais 9 investisseurs sur 10 sont monopropriétaires. Donc il y a des abus, hein, mais en fait, on va réglementer pour 10% d'excès et on va faire fuir 90%. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Monsieur le maire, vous voulez répondre? Oui, mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais c'est précisément parce que la réponse n'est pas la même partout. Et la loi, elle s'applique partout avec la même stupidité ou la même indifférenciation. C'est pas du tout la même façon de réguler le sujet du locatif à Paris en zone ultra-dense. En gros, quel est le point commun sur lequel il y a des convergences? C'est-à-dire, c'est pas pour rien si on se retrouve dans les mêmes réunions. C'est les endroits dans lesquels il y a de l'hyper-fréquentation touristique et ou de l'hyper-attractivité économique. Et ce qui fait que Ploumanac a le même problème que Biarritz et que Paris et Nice, pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes tailles critiques. La deuxième chose, je suis hautement conscient et je partage l'idée que la norme est l'argument des faibles pour réguler les excès de marché. Mais simplement, à la fin, il ne reste que ça. Et donc pas vous, hein, mais quand les investisseurs disent « faut arrêter avec ces histoires d'encadrement des loyers, etc., je connais les effets pervers de ça, y compris du détournement de l'intérêt financier d'aller dans le marché locatif. Mais enfin, vous retirez l'encadrement des loyers, ça ne met pas un logement de plus sur le marché locatif à Paris. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça ne suffit pas. Et donc je dis, moi je suis favorable à l'encadrement des loyers, mais je sais que ça ne suffit pas. Je veux finir sur le bureau. Comment on résout la crise de l'immobilier à Paris, dans le Grand Paris? En 2 points. L'un,
et je suis totalement d'accord avec ce qui avait été dit sur les freins, il faut s'attaquer au stock de bureaux obsolètes. 1 million de mètres carrés à Paris, c'est une baisse structurelle de la demande tertiaire. C'est très compliqué comptablement, financièrement, fiscalement, etc. Mais il faut le faire. Et deuxièmement, c'est dans les quartiers qui sont déjà très largement dotés de logements sociaux. Et 2, parce qu'il faut le dire, et les promoteurs s'en saisissent en vrai, c'est la question de la densification du tissu urbain diffus en première couronne et en deuxième couronne. C'est-à-dire que nous, on a 30 000 habitants au kilomètre carré, la moyenne de la métropole, c'est 8 000, il y a de la place. On va demander la parole à Ana Brunosa, justement, sur cette question de la transformation des bureaux. Qu'est-ce qui se passe au Portugal? We should live in median cities. On est dans une ville médiane, parce qu'à Coimbra, nous recevons de plus en plus de jeunes couples qui viennent de Porto et de Lisbonne. Nous n'avons pas de problème de bureaux vides. Nous avons d'autres problèmes. On a besoin de plus d'espace de bureau parce que notre option, c'est de reconstruire la vieille partie de la ville et de réhabiliter. Et il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui veulent vivre et travailler au même endroit, ne pas avoir de voiture, d'avoir une très bonne qualité de vie. On peut faire cela uniquement si vous vivez dans une ville moyenne et où au même endroit vous pouvez avoir votre bureau, votre logement, vous avez la culture à proximité, l'accès à la culture, et vous pouvez vivre sans voiture. Je n'ai pas de voiture, je vis à Coimbra et j'utilise le transport public et la solution. Bon, le problème, c'est que nous avons de trop grandes villes sans la qualité de vie. Et puis, on devrait avoir plus d'équilibre au niveau du planning territorial, en fait. Même au niveau du tourisme, par exemple. C'était le tourisme qui nous a permis de reconstruire le vieux Coimbra. Et maintenant, on doit chercher l'équilibre. Donc, des villes multifonctionnelles avec le logement, des espaces de bureau, du tourisme. Trouver le bon équilibre. Et pas de voiture. Des espaces verts et de plus en plus d'espaces verts et de plus en plus de rouge. Et vous devriez pouvoir marcher, vivre dans la ville et même si il fait chaud, si vous avez des villes vertes, vous pouvez avoir une réduction de 5 à 10 degrés Celsius de température avec une ville verte. Donc, Alain, quels sont selon vous les 2 nœuds qu'il faut absolument trancher en priorité? 2 minutes, Alain, et après nos témoins les priorités, concluront. Pardon? Les 2 nœuds qu'il faut absolument trancher en priorité. Écoutez, alors... Sorry. Livable. Des villes vivables. C'est pour Alain. Non, Que Alain, lui... Écoute, Alain. Gaëtan, Oui. je pensais qu'on arrivait juste à la fin. Justement, c'est pour ça. Voilà, moi je voulais dire ce que je retiens du débat, Oui. si tu me permets tout ça. C'est que, on a parlé le même langage. Oui. Il y avait 2 économistes ici, parce que madame est professeure d'économie. Et en fait, il y a eu 6 économistes à parler. On parlait le même langage. Et à partir du moment où on parle le même langage, on peut trouver des solutions. Merci, Alain. Et deuxième chose, Oui. je vais vous révéler un secret, c'est que quand Clément Heulery a évoqué le fait que dans certains quartiers, on puisse accepter qu'il y ait une réglementation plus contraignante sur la location saisonnière, mais simplement dans certains quartiers, en s'adaptant à la morphologie finalement de la ville, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, s'est penché et a dit à l'oreille de M. Heulery, oui, je suis d'accord. Merci. Et ça, c'est beau, et ça illustre complètement. Alors, il faut travailler main dans la main pour aller dans la même direction. Merci Alain. Juste un mot pour conclure, chacun d'entre vous, s'il y a une chose sur laquelle vous voudriez être jugé dans 5 ans, c'est laquelle? Anna? Une ville avec moins de voitures. Vous voyez que j'ai un problème avec les voitures. Des transports de qualité, des transports publics, rendre le logement
disponible pour les jeunes et les revenus modestes et une ville verte et résiliente. Thank you, Anna. Que tous ceux qui veulent habiter à Paris le puissent. Voilà. Clément. Que Airbnb soit vu et fasse le travail de collaboration avec les élus locaux sur la base des données que nous partageons pour permettre de quantifier, clarifier, objectiver la situation et prendre des mesures quand il y en a besoin et libérer la plupart du temps. Nicolas Joly. Qu'avec les élus, on fasse de l'urbanisme de transformation une réalité. On a parlé bureaux, entrée de ville, et que ces mètres carrés soient effectivement transformés. Erwan Dupuis. Que le bailleur privé soit reconnu pour la part du colibri qu'il amène à la crise du logement. Logement, un vaste chantier, mais vous voyez, il y a des pistes, on va y arriver.